Ouais, bonjour tout le monde, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Alors, je viens de vous parler dans la dernière capsule de l'étude de Milgram et on a discuté du fait que, on a discuté, en fait, c'est moi qui parle tout seul devant un écran, là, mais que on peut avoir une vision comme quoi l'étude de Milgram était correcte au niveau éthique, dans le sens où la détresse imposée chez les participants était justifiée par ce qu'on a appris. On pourrait avoir une vision de ça qui est plus négative, disant non, c'était pas correct. Le point était de montrer qu'il y a toujours une tension et qu'il faut être conscient d'essayer de réduire au minimum la détresse potentielle de participants dans nos recherches. Et donc, on va rentrer un peu plus en détail maintenant dans les principes qu'il faut suivre pour avoir une recherche qui est éthique. Donc, on peut réfléchir à ça en pensant au fait qu'il y a certains principes éthiques fondamentaux. Un peu comme on a des droits fondamentaux qu'on a inventés, il y a des droits humains, il y a comme des principes éthiques fondamentaux. Le premier, c'est le respect de la personne. Okay? Donc, toute recherche qui est éthiquement correcte va respecter les participants et ce principe de respect-là est fondamentalement fondé sur deux propositions. Okay? Premièrement, que les participantes ou participants actuels ou potentiels devraient être traités comme des agents autonomes. Agents autonomes veut dire des gens qui sont en contrôle de leur situation et qui peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, en contrôle de leur comportement, et qui peuvent choisir, décider donc de faire partie de l'étude ou non. Une fois l'étude commencée, ils peuvent décider en disant « j'ai plus envie de continuer », puis c'est correct. Okay? Donc on devrait les traiter comme des agents autonomes. Ils devraient être libres de participer ou non à la recherche. Okay? Donc, pour s'assurer qu'une recherche fonctionne de cette manière-là, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le consentement libre et éclairé. Ça veut dire qu'on va, avant de demander aux participants formellement avant de commencer la recherche, on va demander aux participants de signer une série de documents comme quoi il ou elle accepte et il ou elle est conscient de ce qu'il ou elle va faire pendant l'étude, est conscient de certains risques potentiels et ainsi de suite. Okay? Donc l'individu est informé du projet, ses risques, ses avantages, etc. Et les chercheurs ici n'ont pas le droit de mentir par rapport à ces éléments-là. Okay? En fait, je vais qualifier ça un peu plus loin après. Là. Mais pour l'instant, je veux dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des mensonges évidents à propos des risques et des avantages et de la nature de l'étude. Okay? Ils n'ont pas le droit d'utiliser la coercition ou une influence exagérée. Différence entre les deux, coercition, ça serait dire les choses pour que un potentiel participant comprenne dans ce qu'on dit, soit explicitement, c'est clair, ou implicitement, c'est comme un peu caché, que s'il choisit de ne pas participer, il va y avoir des conséquences, par exemple, négatives. Okay, ça serait une forme de coercition. Soit que c'est explicite, qu'on lui dit directement, regarde, si tu ne participes pas, on va baisser je vais demander au prof de baisser ta note, quelque chose comme ça. Ou de la coercition implicite, ça serait comme, on cherche des participants, on vous approche, ça serait plate que vous participeriez pas, on voudrait pas que quelque chose de mauvais arrive à votre note. T'sais, donc ça, c'est un peu plus implicite, puis ça serait pas du tout correct, évidemment. Là. Une influence exagérée, c'est plutôt dans le contexte où c'est pas qu'on menace quelqu'un. La coercition, c'est souvent qu'on menace d'arriver à une conséquence négative si la personne ne participe pas. L'influence exagérée, c'est l'inverse. Ça serait de relier la participation à une conséquence positive, mais qui est comme trop importante. Comme par exemple, si vous alliez juste échantillonner pour votre recherche chez des personnes pauvres, puis vous leur offriez comme 100 $ pour participer, par exemple, à une étude de 20 minutes, ça serait considéré une influence exagérée. Parce que pour quelqu'un de pauvre, même pour quelqu'un de pas pauvre, mais 100 $, c'est énorme. Donc, ici, c'est vraiment attirer
avec quelque chose avec une conséquence positive à participer, mais qui est trop considérant le contexte. OK? Oui, je vais revenir là-dessus. Là. Je disais tantôt qu'on n'a pas le droit de mentir quant à ces éléments-là. Toutefois, parfois, on n'est pas obligé de tout décrire en détail non plus. Ou des fois, on peut résumer, comme quand on dit le but de l'étude, par exemple, tu sais. Puis, le but de l'étude, les participants doivent savoir très souvent c'est quoi le but de l'étude, c'est quoi qu'on essaie de faire. Sauf que parfois, quand on dit le but de l'étude, ça peut potentiellement biaiser les résultats. Alors, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dire d'une manière très, très floue, très, très vague, qui n'est pas fausse, c'est pas mentir, mais c'est la façon dont c'est dit, c'est flou. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce que on ne veut pas que les participants savent tout de suite c'est quoi le but de l'étude. On va leur dire plus tard pourquoi qu'on faisait ça lors du debriefing après. Parce qu'il faut penser aussi que c'est pas super éthique de faire une étude qui sert à rien à un participant, parce que c'est une perte de son temps. Hein? Qui êtes-vous pour perdre le temps de ces personnes-là? Donc, si je demande à quelqu'un de participer à mon étude, puis je lui explique c'est quoi l'étude, puis je lui dis tout, puis le fait que je lui ai tout dit, des choses que j'aurais dû garder cachées pour l'instant, le fait que je lui ai tout dit, les résultats sont complètement biaisés, hein? Ben, sa participation est inutile. C'est une perte de son temps parce que ça donne quelque chose de faux, ça donne quelque chose de biaisé. Donc, ça aussi, c'est pas éthique. Donc, voyez-vous comment il y a un certain... Donc, on veut dire le plus la vérité possible lorsqu'on décrit l'étude, mais on veut faire attention de ne pas faire en sorte que ça compromet la validité des résultats, si on veut, comment valider les résultats sont. Donc, il y a un équilibre là-dedans. Donc, le premier principe, c'est que les participants devraient être traités comme des agents autonomes. Okay? Et le deuxième principe sur lequel est fondé le respect de la personne, c'est que certains individus ont moins d'autonomie et doivent avoir droit à une certaine protection en ce qui a trait au consentement libre et éclairé. En passant, quand on parle de consentement libre et éclairé, les adjectifs libre et éclairé font référence au fait que, bon, libre, la personne choisit elle-même, sans coercion, sans influence exagérée, de participer ou non. Et éclairé, ça veut dire que la personne prend ce choix-là à la lumière de toutes les informations qu'on lui a données par rapport à c'est quoi l'étude, c'est quoi qu'on va lui faire faire, c'est quoi les risques, c'est quoi les avantages. Toujours en tenant compte que des fois, on va vouloir décrire ces risques, ces avantages et le but de l'étude d'une certaine manière un peu floue, pour que on ne perde pas le temps de la personne. Okay? Alors, des exemples de certains individus qui ont moins d'autonomie et qui ont droit à une certaine protection par rapport à tout ça. Des enfants, quand on fait de la recherche avec des enfants. Alors, par exemple, moi, j'ai fait souvent pendant mes études, j'ai fait de la recherche avec des enfants dans le milieu scolaire. Et puis, tu sais, les enfants, c'est eux qui disaient s'ils voulaient participer ou non. Mais il fallait d'abord que leurs parents disent si eux autres, ils acceptaient oui ou non de participer. Alors, si un enfant disait oui, je veux participer à l'étude, mais que son parent ne voulait pas, on ne pouvait pas le faire participer. Parce qu'on considère qu'avant 18 ans, peut-être même avant 18 ans, genre, je ne sais pas c'est quoi l'âge exact, là, mais on considère qu'il y a un point où, en tant que participant dans une recherche, un individu a assez d'autonomie. Et avant ça, il faut se référer à son gardien légal ou son parent, par exemple. Les enfants, des individus avec des difficultés intellectuelles ou développementales. Okay? Si vous faites de la recherche avec des individus qui ont un déficit cognitif important ou, et donc, il faut, ça passe non pas à travers eux, mais ça passe à travers leur gardien légal ou leurs parents qui doivent accepter, consentir qu'ils participent à la recherche. Mais on va toujours quand même demander aux participants, même si le parent a dit oui, le participant peut quand même dire non. Les prisonniers. Les prisonniers ont évidemment moins d'autonomie, ils ne peuvent pas aller où ils veulent, ils peuvent pas
sais. Donc, ça serait facile pour un chercheur de dire, ah, ça me prend des participants, je vais aller dans les prisons, ils s'en vont nulle part, ces gens-là, de toute façon, ils vont tous participer. Mais non, parce que les prisonniers n'ont pas cette autonomie-là, euh, il va y avoir quelqu'un qui va être assigné pour comment dire, pour s'assurer que vous n'allez pas abuser des prisonniers avec votre étude. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va parler avec vous, puis s'entendre sur l'étude et tout ça, pour s'assurer que vous respectez les droits humains des prisonniers, et ainsi de suite. Même chose pour les enfants, même chose pour les individus avec des difficultés intellectuelles ou développementales. Okay? Donc, le respect de la personne est extrêmement important. C'est un des premiers principes fondamentaux de l'éthique en recherche. Deuxième principe qui découle de ça, c'est la bienfaisance. Okay? Donc, non seulement vous devez respecter les personnes comme si elles sont autonomes et capables de prendre un choix par elles-mêmes, et si elles ne peuvent pas, vous devez assurer qu'il y a quelqu'un, un gardien légal ou un parent qui peut faire ça pour eux, puis les protéger, prendre la bonne décision pour eux. Mais en plus de ça, vous devez traiter ces participants-là le plus possible avec dans une optique de bienfaisance. Ça veut dire que vous devez mettre en place des précautions pour protéger les participants et assurer leur bien-être. Maintenant, tu sais, dans certaines études comme, je sais pas moi, on veut simplement voir c'est quoi l'effet d'une séance de méditation de 20 minutes sur la mémoire comparativement à une séance de juste être assis 20 minutes sur un sofa à rien faire. T'sais, assis 20 minutes sur un sofa à rien faire versus assis 20 minutes à faire de la méditation. Est-ce qu'il y en a une qui mène à une meilleure performance après dans un test de mémoire, par exemple, dans un test où on vous demande de mémoriser des listes de mots puis après dire celles dont vous vous souvenez. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de risque tant que ça, là. T'sais. Qu'est-ce qui peut arriver pendant une période de méditation? Je sais pas. Peut-être que la personne pourrait avoir une crampe d'être assise d'une certaine manière ou quelque chose comme ça. Ou bon, il y a certaines personnes chez qui la méditation pourrait amener de l'anxiété, ce qu'on ne penserait pas, mais c'est possible. Donc, mais les risques sont vraiment minimes. Mais si vous faites une étude, je sais pas moi, sur... vous demandez aux gens de prendre certains médicaments qui n'ont pas encore été parfaitement vérifiés, ainsi de suite. T'sais, là, il y a plus de risques. Ou si vous demandez aux personnes de faire une activité dangereuse ou quelque chose comme ça, il y a plus de risques. T'sais. Bon, mais très souvent, le niveau de risque est assez bas. Mais ça ne fait rien. On doit quand même mettre en place des précautions pour protéger le plus les participants et assurer leur bien-être. Okay? Donc ça veut dire qu'on doit analyser les risques et les avantages de la recherche avant de la démarrer. Lorsque vous planifiez votre recherche, vous devez dire, là, bon, c'est quoi? C'est quasiment s'il faut mettre un chapeau de... C'est la pire affaire qui pourrait arriver. Pas un chapeau, mais il faut mettre ces lunettes-là, là, comme si vous aviez vos lunettes de pessimiste, là, puis vous dites, OK, dans ce projet-là, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Bon, j'ai un projet où j'ai 2 groupes. Le premier groupe reste assis sur un sofa pendant 20 minutes. Le deuxième groupe fait de la méditation pendant 20 minutes. Puis ensuite, on les teste sur le test de mémoire. Bon, c'est quoi qui pourrait arriver? C'est quoi le pire, si je pense vraiment le pire? Ben, mon exemple de tantôt, crampe. Par exemple, tu auras avoir une crampe pendant la période de méditation. OK, bon, ben, je sais ce qu'on va faire. On va s'assurer qu'il y a des coussins pour que les participants soient vraiment confortables. Quoi d'autre? Ça pourrait que chez certaines personnes, la méditation déclenche fasse venir en conscience certaines pensées qu'ils n'aiment pas, certains souvenirs qu'ils n'aiment pas. Donc, il faudrait peut-être s'assurer que si jamais il y a certaines personnes qui sortent de la méditation en détresse psychologique, qu'il y ait accès à quelqu'un à qui ils peuvent parler. OK, parfait, on va organiser ça. Au niveau du sofa, qu'est-ce qui pourrait arriver? Pas grand-chose. Le sofa pourrait être inconfortable. On va s'assurer d'avoir des coussins aussi. Le test de mémoire. Le test de mémoire, c'est sur un ordinateur et puis on va montrer beaucoup de mots puis on demande aux participants de s'assurer de lire les mots puis ensuite ils doivent réécrire les mots sur papier dont ils se souviennent. Ça pourrait être long. Ça pourrait donner mal à la tête à certains participants. On va s'assurer que le niveau de luminosité de l'écran puis de la salle est optimal pour ne pas donner des maux de tête. Des trucs comme ça, par exemple, dans mon exemple.
faut vraiment penser aux risques. Puis les avantages, ben, vous pouvez penser à plein d'avantages. Les participants pourraient découvrir l'importance de la méditation. Les avantages, on pourrait comprendre que la méditation impacte vraiment la mémoire, puis ensuite utiliser ça dans les écoles pour augmenter les notes des étudiants. Donc, toute cette analyse-là doit être faite au préalable. Okay? Et il faut faire ça au niveau individuel. Ça veut dire qu'est-ce que les participants individuels, surtout, parlons juste au niveau des désavantages, là, quels pourraient être les problèmes pour les participants individuels dans cette étude-là? Quels sont les risques? Quels sont les désavantages? Quels sont les bénéfices? Mais aussi au niveau de la communauté. Si ces participants-là font partie d'une communauté, okay, comment est-ce que cette communauté-là pourrait bénéficier ou perdre du fait que certains membres de la communauté ont participé à cette recherche? Et l'exemple classique de ça, c'est l'exemple de Tuskegee, là, de l'étude de Tuskegee. Où est-ce que c'est pas toute la communauté afro-américaine de Tuskegee qui a participé là, à cette étude-là. C'était juste 600 hommes, je crois. Ouais, 600 hommes. Donc, il n'y avait aucune femme, aucun enfant, et puis il y avait plein d'hommes qui n'étaient pas dans cette étude-là. Mais on peut faire l'argument que, au-delà de la souffrance des participants dans cette étude-là, c'est la communauté afro-américaine de Tuskegee au complet qui a eu un impact négatif parce qu'il y a eu plus de cas de syphilis parce qu'on n'a pas dit à ces hommes-là qu'ils avaient la syphilis, donc ils la donnaient à leur partenaire sexuel. Il y a des enfants qui sont nés avec la syphilis, et il y a des participants qui sont morts laissant dans le deuil puis dans la misère leur famille. Donc, on peut dire que c'est la communauté, au-delà des individus, c'est la communauté qui a souffert. Là, et on pourrait penser que si on était rentré dans une optique différente en essayant d'aider ces participants-là, puis on avait réussi à les aider avec des nouveaux traitements, ben c'est toute la communauté qui aurait bénéficié de ça aussi, parce que ben, si tu as des membres de la communauté qui sont en santé puis qui ne meurent plus d'une certaine maladie, puis qui diminuent les risques que cette maladie-là soit passée à d'autres membres de la communauté, ben toute la communauté en bénéficie. Okay? Donc, il y a ce traitement-là aussi par rapport à la communauté, qui n'est pas toujours évident. Là. Dans mon étude, dans mon exemple sur la méditation versus être assis sur un sofa, l'aspect de communauté est moins présent, là, parce que c'est un calcul qui se fait juste pas. Mais lorsque des gens qui participent à votre étude sont des membres spécifiques d'une communauté spécifique, là, ça peut commencer. Comme si vous faites des études, par exemple, avec des membres de certaines Premières Nations, là, ça commence à jouer dans ces eaux-là, à ce niveau-là. Là. Bon. Alors, un des risques de la participation à n'importe quelle étude, quand on parle de s'assurer de la bienfaisance puis réduire les risques, un des risques, c'est que l'information personnelle que vous donnez. Souvenez-vous qu'en psychologie, parfois, on fait affaire avec des choses personnelles, des émotions, des croyances, des attitudes, des sentiments, des choses personnelles. Et un des risques, c'est que l'information personnelle, sensible, devienne publiquement accessible. C'est-à-dire que quelqu'un vole les données et se rend compte que, je sais pas, que vous connaît personnellement et sache des choses sur vous que vous ne voudriez pas nécessairement que tout le monde sache. T'sais. Donc, il faut vraiment s'assurer que les risques de ça sont minimes. Évidemment, on ne peut jamais garantir à 100% parce que des choses peuvent arriver. Sauf qu'on peut s'assurer que les risques à ce niveau-là soient vraiment minimes. Deux manières, typiquement, qu'on peut faire ça, l'anonymat et la confidentialité. La différence, elle est subtile, c'est que l'anonymat, c'est que, bon, si je vous mets dans ma recherche sur la méditation puis le sofa, là, ben, j'ai pas techniquement besoin de votre nom. Donc, dans ma base de données plus tard, là, qui va montrer toutes les données, les résultats, j'ai pas besoin de votre nom là-dedans. C'est pas une information importante. Fait que je vais vous attribuer un numéro. Disons que vous êtes le participant 01, par exemple. Participant 01. Bien, si quelqu'un vole le fichier de données, il va voir que le participant 01 a une mauvaise mémoire, par exemple.
parce qu'il y a eu vraiment une mauvaise performance au test de mémoire, même s'il était dans la condition méditation qui était supposée booster la mémoire. Mais il ne pourra pas associer les résultats à une personne. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est qu'il va savoir qu'il y a des gens qui ont participé, dont le code était 01, d'autres 02, 03, 04. Ben, en fait, un code par personne différent, un chiffre. Et qu'il y avait des gens qui étaient moins bons que d'autres. Bon, mais donc l'anonymat est important pour ça. Puis très souvent, c'est ça qu'on va faire. On va attribuer des numéros aux participants ou des codes aux participants. Comme ça, il n'y a jamais d'informations sur leur nom, leur adresse. Il peut y avoir, dans le formulaire de consentement, lui a les noms des participants parce que les participants signent dessus. Donc, si quelqu'un volait des formulaires de consentement signés, il pourrait savoir que telle personne, que Mathieu Gagnon a participé à une étude, mais il ne pourrait pas savoir c'est quoi les données de Mathieu Gagnon. Okay? Donc, il ne pourrait pas nécessairement utiliser ça pour faire du mal. Mais c'est déjà un problème que quelqu'un pourrait, en volant ces trucs-là, savoir que Mathieu Gagnon a participé à une étude. Et donc, très souvent, ce qu'on va faire, ben pas très souvent, mais ce qu'on fait typiquement, c'est que tous les formulaires de consentement papier qu'on signe pour participer à une recherche, ils sont gardés sous clé dans un bureau, dans l'institution, l'université, le collège dans laquelle a lieu l'étude. Et donc, on s'assure que tout ça est gardé sous clé. On n'amène pas ces documents-là à la maison en tant que professeur ou en tant que chercheur. On y travaille juste dans le bureau. T'sais. Donc, l'anonymat, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et la confidentialité, c'est un peu différent. C'est que parfois, il y a certaines recherches qui vont requérir certaines formes d'informations, qui vont avoir besoin de votre âge ou de votre adresse ou de votre nom. Ou d'informations qui pourraient être utilisées par quelqu'un pour vous identifier. Pas nécessairement votre nom, mais quelqu'un pourrait mettre ensemble, dans quelle classe vous êtes, quel âge vous avez, quel sexe vous êtes, et il pourrait très facilement arriver à trouver qui vous êtes. Et donc, mais des fois, ces informations-là sont utiles pour une recherche. Donc, quand c'est le cas, et qu'on doit recueillir ces informations-là, on va utiliser la confidentialité, qui veut dire que ces recherches-là, ces données-là ne sont pas accessibles au public. Du tout. Donc, si on écrit un rapport qui présente les résultats de l'étude, on ne va pas donner ces données-là, évidemment. On ne va pas dire, voici les gens qui ont participé à l'étude. Il y a Jean-Marc, truc, il y a Mathieu Gagnon, il y a Suzy, telle affaire. On ne va pas dire ça. On va dire qu'il y avait 30 hommes, 30 femmes. L'âge moyen était de 20 ans, 4. Donc, on va regarder ça confidentiel. Donc, l'anonymat, on ne recueille pas certaines informations. La confidentialité, on en recueille parce qu'elles sont importantes, mais on les garde confidentielles, on n'en parle pas. Le troisième principe éthique fondamental, le principe éthique de justice. Okay? Donc, c'est très relié avec ce dont je parle depuis le début. Selon ce principe-là, les chercheurs doivent faire le balance ou la balance entre le type d'individu qui participe à la recherche et le type d'individu qui pourrait en bénéficier. Donc, un exemple où c'est vraiment clair, ça ne serait pas éthique que les participants dans une étude pour trouver un médicament, pour trouver un nouveau médicament, puis c'est une étude qui a vraiment des désavantages, ou je sais pas, ces médicaments-là, quand on les teste, ils ont des effets secondaires jusqu'à temps qu'on trouve la bonne dose ou quelque chose comme ça. Ça serait pas correct que ça soit, par exemple, les participants, ça soit juste des gens d'une certaine communauté marginalisée, puis qu'après, quand on a trouvé la bonne dose, que ce médicament-là soit maintenant commercialisé pour la majorité des autres personnes dans le pays qui ne font pas partie de cette communauté-là. Si on prend l'exemple de Tuskegee, imaginons que Tuskegee, ça aurait été à propos de trouver un bon médicament, mais que ça aurait quand même mis les participants dans de la détresse, puis de la douleur, et ainsi de suite.
ben, c'est pas éthiquement correct que ça soit juste des Afro-Américains du Sud qui aient souffert pour trouver un médicament qui va bénéficier à tous les Américains et qui sont majoritairement des Blancs. T'sais? Donc, c'est pas. Donc, il aurait fallu que dans l'échantillon, il y ait autant des personnes autant de la minorité que de la majorité. Là, que ça soit équilibré, en d'autres mots. Que ça soit juste. Ou bien. Non, je dirais pas ou bien. Et en plus, il aurait fallu que si on trouvait un médicament, que ce médicament-là bénéficie vraiment les Afro-Américains partout dans les États-Unis. Donc, on fasse bien attention pour que les Afro-Américains en bénéficient, parce que ça aurait été majoritairement des Afro-Américains dans l'échantillon qui auraient souffert pour arriver à ces résultats-là. Sauf que, souvenez-vous, dans Tuskegee, le but, c'était pas d'arriver à un médicament. Là. Le but, c'était simplement d'explorer l'évolution de cette maladie-là. Donc, les chercheurs doivent s'assurer que l'échantillon représente bien la population qui pourra bénéficier des résultats. Alors, c'est ce que je viens de dire, dans le fond. Vous ne pouvez pas utiliser une communauté marginalisée pour trouver quelque chose qui va bénéficier à tout le monde. C'est pas juste. Pourquoi cette communauté-là doit souffrir pour que tout le monde bénéficie? Il faudrait que votre échantillon ait des gens en partie de cette communauté-là, mais en plus grande partie de la majorité aussi. C'est possible toutefois que votre échantillon puisse se restreindre sur un groupe spécifique, là. Une minorité, par exemple une minorité ethnique dans un pays. Par exemple, c'est possible que vous fassiez une recherche qui porte uniquement, tu sais, par exemple une recherche sur un médicament qui porte uniquement sur un, je sais pas moi, un groupe spécifique des membres membres des Premières Nations. Okay? Mais pour ça, il faudrait démontrer que l'enjeu que vous étudiez est particulièrement présent chez ce groupe-là. Ça veut dire, si vous étudiez un remède pour une maladie qui est beaucoup plus présente chez, je sais pas moi, chez les Inuits que chez le reste des Canadiens, ça serait correct d'utiliser un groupe d'Inuits. Ça serait correct. J'espère que j'utilise ça correctement. Là, à ma connaissance, les Inuits sont un groupe. C'est peut-être un langage. En tout cas, ça trahit mon manque de culture par rapport à ça. Là. Je suis désolé. Mais ça serait correct si c'est un problème qui est particulièrement un problème de cette communauté-là. Ça serait correct d'aller chercher des gens qui sont juste de cette communauté-là, évidemment. Mais souvenez-vous que dans le cas de Tuskegee, la syphilis, c'était pas juste chez les Afro-Américains du Sud. Là, donc, un exemple de ça, il serait injuste d'expérimenter avec des prisonniers juste parce qu'ils sont plus faciles d'accès. C'est facile, j'ai besoin de 300 participants. Oh, je sais où je peux trouver 300 participants. Il y a un endroit à Kingston, la prison, où je peux en trouver bien plus que 300, puis ils s'en vont à nulle part. Fait que je pourrais expérimenter sur eux. Non, ce serait pas correct de faire ça simplement parce qu'ils sont là. Surtout pour expérimenter sur quelque chose qui pourrait bénéficier l'ensemble des Canadiens ou l'ensemble du monde, dans le fond. Toutefois, si je m'intéresse à une problématique qui touche particulièrement, comme il y a certaines infections, par exemple, qui touchent les prisonniers dans certains pays, comme la tuberculose, par exemple, le fait d'être dans un endroit, confiné dans un endroit, augmente parfois certaines infections respiratoires ou trucs comme ça. Donc, il serait acceptable de faire une étude sur des prisonniers si on s'intéresse, par exemple, à la tuberculose ou à certaines formes de troubles psychologiques, par exemple, l'impact de l'isolement sur la dépression, par exemple, parce que les prisonniers sont évidemment isolés du reste du monde. Donc là, ça serait correct de faire un cas puis de dire, regarde, à cause qu'on s'intéresse à quelque chose qui touche vraiment les prisonniers, on va aller faire la recherche uniquement sur les prisonniers. Mais sinon, si c'est pour trouver une solution à un nouveau problème qui impacte tout le monde, ben non, ça serait pas acceptable. Même si ce sont des prisonniers, on peut pas, ça reste des gens qui restent des êtres humains qui ont une certaine forme d'autonomie, ils n'ont pas toute leur autonomie, mais ils peuvent choisir de participer ou non à une étude. Et ça ne serait pas correct d'abuser de cette population-là pour aller bénéficier, rendre service à toute la population.
Je vous laisse là-dessus. Dans le cadre de la prochaine capsule, on va parler du comité d'éthique à la recherche et comment il fait pour s'assurer que tous ces principes-là sont rencontrés, soient présents dans une recherche qui est éthique. Salut!